Le réel, c'était comment tu vois la vie, comment tu la conçois, comment tu l'interprètes, comment tu lui donnes une valeur. Et au final, le réel, c'est tes convictions. Est-ce qu'elles tiennent la route ou pas? Quand la mère nous a accueillis sur cette terre, elle a prononcé ce grand mantra: je vais vous conduire vers le réel. Cela veut dire peut-être que nous n'étions pas vraiment dans le réel, même si nous avons des corps, que nous touchons les choses avec nos mains. Mais qu'est-ce qu'elle a bien voulu nous dire, puisque le réel, on est dans le réel. Le réel est partout, puisqu'on peut le voir avec nos yeux, on peut le toucher avec nos mains, on peut le goûter. Pourtant, le réel fait partie de notre vie. Et qu'est-ce qu'elle a voulu dire en réalité? Vous savez, des fois, on entend des mots, on entend des phrases, et puis chacun les interprète à sa manière. Mais avec le temps, j'ai compris ce qu'elle souhaitait dire. Le réel n'est pas le matériel. Souvent, on confond les choses. On pense que le réel, c'est ce que l'on voit, ce que l'on touche, et ce qui est incarné et à notre portée avec nos sens. Mais en fait, la mère, ce n'était pas tout à fait ça qu'elle voulait dire. Ça, c'est pour nous, cette façon de se conforter à voir les choses d'une façon très matérielle pour fixer à l'intérieur de nous quelque chose de fait, d'existant. Mais la mère, en fait, a voulu nous dire le réel, en réalité, c'est il y a des lois dans la vie. Et tu ne peux pas être dans la réalité de la vie si toi-même tu ne connais pas tes propres lois à l'intérieur. Et bien sûr, ça a cheminé dans ma tête et au final, j'ai vraiment compris que le réel, c'était comment tu vois la vie, comment tu la conçois, comment tu l'interprètes, comment tu lui donnes une valeur. Et au final, le réel, c'est tes convictions. Est-ce qu'elles tiennent la route ou pas? C'est ça. C'est-à-dire, regarde les mécanismes en toi, regarde comment tu interprètes telle chose, comment tu abordes telle chose, comment tu l'accueilles dans ta vie. Et en fait, le réel, c'est ce que ça engendre, ce que ça met comme force, intelligence, nourriture dans ta vie. Et c'est pour cela que je voulais un peu éclaircir cette notion. Ce n'est pas parce que tu touches les choses que c'est le réel de la mère. C'est notre réel à nous, en tant qu'hommes et femmes, avec nos critères extérieurs. Mais le réel de la mère, ce sont des lois. Comme tu abordes la vie, tu es cette personne. Comme tu comprends les choses, tu te nourris de cette compréhension. Et même si ton voisin d'à côté regarde la même chose que toi, n'y voit pas la même chose, n'interprète pas la même chose et se nourrit pas de la même manière, pourtant, le support est le même. Mais on voit bien que la notion du réel est vraiment particulier à chacun. Et ce qui est important de comprendre dans le réel,
définitivement, je crois, c'est que nous n'avons pas à être tous les mêmes, nous n'avons pas à tous se ressembler, parce que la réalité, elle est à nous, et en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on peut concevoir et de ce que l'on peut réellement appliquer dans sa vie. À l'inverse de tous les protocoles, je dirais que la loi s'applique avec les organes intérieurs qui peuvent appliquer et comprendre la loi en fonction de ce que l'on est. Une pensée comme la douceur, par exemple, va être vécue, interprétée, ressentie de manière différente chez chacun. Et c'est ça la réalité. C'est pas qu'on doit tous aborder la douceur d'après ce qui est dit. La douceur, bien sûr, elle a un champ de vie. Donc il y a une généralité qui peut être transmise. C'est évident. La douceur, on voit ce que c'est, on voit ce que ça amène. Mais c'est le côté matériel des choses. Maintenant, la douceur, quand elle vient dans ta vie à toi, qu'est-ce qu'elle réveille? Qu'est-ce qu'elle anime? Qu'est-ce qu'elle te donne comme nourriture? Est-ce qu'elle est sur des choses qui sont déjà existantes en toi ou pas? Et c'est ça que la mère veut transmettre, c'est que regarde la réalité de ta vie. Si tu prends la douceur dans ta vie, eh bien, et que tu commences à vivre avec, la réalité, c'est ce que ça génère, ce que ça transmet. Et c'est pour ça que je dis que quelque part, je suis à l'inverse un petit peu de tous les protocoles, dans le sens que dans des courants initiatiques, dans des religions, dans, dans des cadres de vie, on dit il faut être comme ça pour devenir cette chose-là. Donc tu dois faire ce qu'il faut faire. Tu dois adopter la philosophie, tu dois adopter la façon de penser, tu dois adopter le comportement et tu deviendras cette chose-là. Oui, c'est vrai, dans une façon matérielle, mais pas dans une façon réelle. Le réel, c'est ce qui va vivre de l'intérieur de toi et qui va donner le champ de vie à la chose qui t'est proposée à l'extérieur. S'il y a union, cohésion, lien, alignement intérieur, c'est le réel. Cela veut dire finalement que le réel est une façon de voir la vie, la vôtre, avec tout ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et nous ne voyons pas la vie de la même manière. Nous concevons la vie d'après ce que nos organes travaillés, affûtés, affinés nous permet de voir la vie comme elle est. C'est pour cela que j'aurais envie de dire que on ne peut pas toujours tout unifier. On ne peut pas demander à tout le monde la même chose et on ne peut pas exiger à tout le monde les mêmes capacités parce que nous ne sommes pas les mêmes. Et même si nous parlons de la même chose, nous ne l'entendons pas de la même manière. Nous ne la vivons pas de la même manière. Et la mère dit, le réel, c'est ce que tu vis, toi. Pas ce que tu dois vivre, ce que tu vis, toi. C'est-à-dire, sois dans l'état des lieux réels, dans le vrai dosage de ce que tu es, dans la vraie vision de ce que tu es, dans le réel en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'idéal. Bien sûr qu'il y en a toujours, mais quand la mère te dit sois dans le réel, c'est sois dans l'objectivité de ce que tu es et connais-toi, toi, avec tes mécanismes.
C'est pour cela que la vie est tellement compliquée quelque part. On parle de sujets, on parle de choses, et on a toujours l'impression que ce qu'on est en train de dire, bien la personne va l'entendre comme on l'a dit, comme on l'a compris, comme on le voit. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, la vraie compréhension se fait par les yeux, la révélation de l'âme à travers les choses. C'est pour cela que le côté matériel est la finalité de l'histoire. On peut toucher, on peut voir, ça a traversé toutes les sphères de l'être, ça a traversé la pensée, ça a traversé le sentiment, et ça a donné, en utilisant les lois de la matière, ça a donné quelque chose de concret. Mais en réalité, à l'intérieur, tout ce qui est fait avant, nous ne sommes pas du même monde, même si nous sommes du même monde. Mais notre monde, notre univers à l'intérieur est totalement différent. Et ça a été ma confrontation de la vie, bien souvent. Parce que quand je disais des choses, j'avais l'impression qu'on avait compris. Et quand j'ai vu que des fois, dans des cercles où je transmettais une chose, pour moi, c'était clair, j'avais donné les détails, j'avais essayé de donner plein de pistes, des exemples et tout ça pour que, pas forcément ce que je dis, mais ce que je souhaite essayer d'amener comme intelligence plus large, avec les mots que je positionne, on va forcément comprendre. Eh bien, la réalité de la vie, non. Non, parce que je vois que des fois après, eh bien, ça a été compris d'une certaine manière, ou alors ça n'a pas été compris du tout, ou ça a été compris de travers. Et vous voyez, c'est ça qui fait la beauté de la vie et qu'il faut arrêter de se mettre une pression, parce que je vois tellement de choses qui sont fatigantes à la fin, où on se dénigre, où on se valorise, où on essaie d'être conforme à une image, où on essaie d'être dans le protocole extérieur, mais ce n'est pas nous, c'est des orientations. Il y en a qui donnent des indications à l'extérieur, mais profondément, il faut que vous soyez conforme avec vous-même. Il faut que la douceur que vous allez prendre comme exemple de votre vie soit vécue avec votre vie intérieure. Elle n'a pas besoin d'être identique à celui qui est à côté de vous, qui va aborder la douceur et qui va le vivre d'une autre manière. Ce n'est pas pour ça que cette personne à côté de vous est plus ou moins que vous. Elle aborde la vie, les choses, les orientations en fonction de ce qu'elle est. Et c'est ça le réel de la vie. Ce n'est pas l'idéal et l'orientation. L'idéal est quelque part le moteur de notre vie, parce que même au jour d'aujourd'hui, tel que nous sommes, si nous parlons, je pense que ça va être commun pour tout le monde, si nous disons, voilà, notre objectif serait d'être dans la sérénité. Je pense que tout le monde a envie un peu de vivre ça à l'intérieur. Eh bien, vous voyez, la sérénité ne sera pas vécue de la même manière chez chacun. Elle sera vécue avec tout ce que vous portez à l'intérieur, tout votre dynamisme de la vie, tout votre souhait de paix intérieure, de calme, de douceur, et ainsi de suite. Et cette sérénité se placera dans votre univers à vous. Et la sérénité se placera peut-être ou pas, on ne sait pas, d'une manière différente chez ton voisin. Mais la sérénité restera la sérénité. Simplement, la réalité de la sérénité, c'est celle que toi tu vis, pas celle qui t'est décrite à l'extérieur. Ce qui t'est décrit à l'extérieur est ce qu'on a pu lire
de ce que pouvait provoquer cette sérénité. Parce que d'autres sont passés avant toi, d'autres l'ont vécu, d'autres l'ont ressenti et ont transmis ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai aussi que on va trouver une similitude parce que l'être de la sérénité est un monde entier et a une vocation particulière d'amener quelque chose qui apaise tous les mondes à l'intérieur de toi et qui fait que tu peux être dans le goût de la vie totale avec tous tes organes intérieurs. La sérénité, dans sa fonction primordiale, va t'amener ça. Mais toi, tu vas le vivre d'une certaine manière et peut-être que 10 ans après, tu vas le vivre d'une autre manière. Et c'est ça la réalité de la vie. Ce n'est pas la sérénité telle qu'elle est décrite devant toi et qui dit comme je la vois, je suis la sérénité. Non, la sérénité, c'est ce que tu vis à l'intérieur et c'est ce qui fait de toi définitivement l'être unique qui n'est semblable à personne d'autre. Ce que tu es est parfait parce que tu es un tableau inachevé. Mais tu as conscience qu'il est inachevé. Par contre, ça ne fait pas de toi ce tableau. Ça fait juste une œuvre inachevée. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a compris, qui a vu dans la réalité des choses qui n'étaient pas dans la perfection de ce que tu souhaites de toi. Et c'est parfait, c'est juste, c'est le réel de ta vie. Il n'y a pas de toi, on ne peut pas émettre un jugement sur ce que tu es. C'est impossible, parce que la vie n'est pas terminée. Nous avons encore tellement de choses à faire, tellement de choses à perfectionner en nous. Pas dans le modèle extérieur. Le modèle extérieur est l'orientation. Mais nous avons tellement de choses à faire à l'intérieur de nous. Pourquoi, au fond? Pas pour être conforme à un protocole, pour être soi-même dans la satisfaction en se disant, voilà, c'est comme ça que j'aime être, c'est comme ça que j'aime respirer, c'est comme ça que j'aime voir la vie. C'est vous le baromètre, définitivement, de toutes les choses qu'on a pu vous proposer à l'extérieur qui sont justes, qui sont un idéal, qui sont peut-être des fois pas très loin d'être réels dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, ce qui doit être juste, c'est vous. Parce que vous devez être dans avoir aligné à l'intérieur, ou plutôt posé à l'intérieur de vous, tous les étages de votre être pour être dans les meilleures dispositions de votre vie, pour laisser vivre votre âme, s'exprimer votre âme à l'intérieur et que des mondes qui habitent votre être ne soient pas en rébellion, ne soient pas en demande, ne soient pas à toquer à votre porte en disant « Je suis là, il faut que tu me donnes à manger ». Organisez votre vie, soyez conscient de tous les étages de votre vie, donnez ce qui est nécessaire, bien sûr, dans la noblesse de votre être. Donnez ce qui est nécessaire à votre corps, à toutes les régions de votre corps, pour qu'en fait, il puisse être nourri quotidiennement, que vous ayez ouvert les portes pour qu'il aille se nourrir à l'extérieur, peut-être dans un travail épanoui, peut-être dans un couple épanoui, peut-être dans une façon de penser épanouie, peut-être dans une communion avec la nature épanouie. Tout ça, ce sont des facteurs extérieurs d'alimentation. Vous voyez? Parce que nous sommes des êtres incarnés, nous sommes des corps, pas que ça. Ce corps a sa raison d'être et doit avoir la nourriture qu'il a besoin pour vivre sur la terre. Nous ne devons pas être dans les excès de la spiritualité
où il y a abstinence sur tout. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire un petit verre de vin en mangeant. Je dis ça parce que on me les pose ces questions. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme ça, de boire un petit verre de vin en mangeant, voilà, d'aller écouter du rock, voyez, des choses comme ça. Faites ce qui est conforme à vous. Faites ce que vous avez envie de faire, à condition que ce ne soit pas ces mondes-là qui priment dans votre vie. Parce que même si vous faites toutes ces petites choses à l'extérieur, c'est juste pour donner la nourriture à votre corps pour que, en fait, il vous laisse intégrer les valeurs de votre âme à l'intérieur et qu'à l'intérieur, tous les mécanismes de concepts, de croyances, d'idéologie se posent dans une réalité de ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Pas de connaître ses goûts, ses envies. Les goûts, les envies, c'est banal. C'est des choses, en fait, vous devez même pas vous poser la question. Il n'y a pas d'interdit. Le seul interdit, c'est votre équilibre à vous. C'est que vous soyez, comme je le dis, tous les étages de votre être doivent être nourris et pas de votre sacrifice de lumière intérieure, absolument pas. Ça se trouve à la périphérie de vous et vous devez aller trouver les éléments à l'extérieur de votre vie ou dans une façon de penser, peu importe la nourriture que vous voulez amener, mais l'idée c'est que vous ayez ouvert les portes de façon à ce que ces mondes, en fait, amènent le calme et la sérénité dans votre vie. À ce moment-là, vous n'avez pas tout ce capital que vous devez générer en lumière à l'intérieur de vous à partager avec tous ces mondes qui vous habitent, qui eux finalement sont de matière, sont de constitution de corps, même s'il y a des liens avec la sphère affective, même s'il y a des liens avec la sphère de la pensée et de la volonté, ce sont la gestion des mécanismes. Mais n'allez pas vous priver des plaisirs de la nourriture, par exemple, parce que on vous a dit qu'il ne faut pas être gourmand. Je veux dire, amenez tout dans l'équilibre. Faites-vous plaisir à manger. Ne soyez pas dans les excès. Ne soyez pas esclave. Ne soyez pas à vous fermer les portes à des choses que le goût de la vie vous pousse à vouloir faire ou manger. Faites en sorte d'être dans le réel, c'est-à-dire soyez objectif de ce que vous avez besoin pour finalement avoir la paix, dans le sens être dans le principal de votre vie, c'est-à-dire ouvrir tout ce qui est des valeurs subtiles à l'intérieur de vous pour accueillir ce qui va donner sens à votre vie. Votre corps ne donne pas sens à votre vie. Il doit juste être protégé, organisé, équilibré et mis dans la sérénité, dans le calme. Et c'est la vie. Et vous voyez que tout ce qui vous embête dans la vie, tout ce qui vous complique dans la vie, viennent du corps et pas forcément de l'intérieur. Parce que l'intérieur, si vous êtes calme, regardez, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas en manque d'affection, vous n'êtes pas en manque de créativité. Tout ça est posé dans votre vie. Vous savez où vous allez, vous savez où vous nourrir, et en fait, tout est calme. Eh bien, toute la concentration est pour faire grandir les valeurs qui sont à l'intérieur de nous et de s'ouvrir justement à toutes ces grandes valeurs de la vie. Et vous voyez le sens de la vie.
aujourd'hui pour nous, hommes et femmes, c'est-à-dire à partir du moment où on a conscience que nous sommes au cycle de l'incarnation de l'homme et de la femme, de l'incarnation tout court. Nous ne sommes plus des pierres, nous ne sommes plus des végétaux, nous ne sommes plus des animaux, mais nous sommes des hommes et des femmes. Ces règnes, ces végétaux, ces minéraux et ces animaux vivent en nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes des hommes, parce qu'ils ont instauré leur monde à l'intérieur de nous et eux nous ont apporté une qualité. Le monde des minéraux ont apporté cette fameuse stabilité, cette permanence, là où on peut être solide, où on peut partir de quelque chose et aller vers. Quand les végétaux nous ont construit notre règne à l'intérieur, ils nous ont communiqué le partage, la subtile, les échanges, la fécondation et tout un univers qui est inscrit à l'intérieur et qui vit en nous. Quand nous sommes arrivés vers les animaux, nous avons compris que nous pouvions vivre à plusieurs, que nous sommes aussi indépendants mais collectifs, que nous avons aussi des instincts de création en nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'homme. C'est quoi le règne de l'homme? C'est la séparation des mondes. C'est le subtil et l'épais. C'est la connaissance de ce qui est essentiel et de ce qui n'est pas. C'est l'œuvre alchimique de la vie, c'est-à-dire qu'on sépare ce qui n'est pas de la lumière pour laisser à la matière ce qui est matière. Il y a plein d'autres choses aussi. Il y a l'individualisation. C'est quoi l'individualisation? C'est bien s'extraire d'un tout. C'est apparaître d'un tout. C'est montrer qu'il y a une identité, une chose particulière et que nous sommes un monde en tant que tel totalement autonome. Nous avons le choix de notre vie. Nous ne sommes plus une âme groupe comme les animaux où tous les chiens vont fonctionner un peu de la même manière. Ils vont tous faire la même chose et ils vont tous suivre un mouvement de la vie qui ne les rend pas autonomes. D'une manière générale, on va dire ça. La particularité de l'homme et de la femme, c'est cette grande extraction du tout pour nous rendre individualisés, c'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes et femmes, nous récupérons un capital universel qui est identifié à un seul corps. Ce seul corps, il est forcément unique. Mais nous avons à l'intérieur quelque chose de collectif, un assemblement d'outils, de particularités qui nous montrent qu'on a de quoi fonctionner seul. Bien sûr, il y a besoin d'interaction avec le monde, mais ça fait partie de l'environnement de la vie. Mais fondamentalement, quand tu regardes l'individu, on parle d'un microcosme, macrocosme. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout en nous. C'est ce que la mère essaie de nous faire comprendre. On a tout en nous et on a tout d'une façon unique. Pas la même chose que mon voisin. Pourtant, il a aussi une tête, un cœur, une volonté. Mais il y a d'autres facteurs héréditaires, environnementaux, sociétals, qui fait qu'on ne porte pas les mêmes valeurs. Vous voyez, en islam, le mariage n'est pas le même qu'aux États-Unis. La valeur n'a pas la même. Pourtant, l'extérieur est pareil. Ça veut dire la même chose, mais on ne l'aborde pas avec les mêmes valeurs. Je suis dans deux extrêmes exprès. Ce qui prouve que sur une valeur extérieure, on va forcément nous l'interpréter, le vivre avec notre
univers à nous. On n'est pas une masse collective. On peut l'être si nous le décidons, dans le sens que individuellement, nous sommes un pouvoir créateur, un ensemenceur, un validateur de monde, une réalité de concept. On est tout un univers à l'intérieur. Avant tout, nous sommes uniques. Et avant tout, nous sommes une âme. Bien sûr, je l'ai dit. Mais une âme, c'est quoi? C'est ton grand tout. C'est-à-dire, tu as été une pierre, un végétal, un animal. Aujourd'hui, tu es un homme. Tu es un homme ou une femme depuis combien de temps? Quel est ton parcours de compréhension de la vie? À quel degré es-tu dans la sagesse des mondes? Ça n'appartient à personne de dire tu n'es pas dans la vraie sagesse, tu n'es pas dans la vraie douceur. Non, elle est à vous et elle vous appartient. Et elle n'est pas dans le jugement, dans le dosage, dans la note. Vous devez assumer, reconnaître et regarder la réalité de ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas moins que celui qui va mieux parler que toi. Tu es avant tout toi, avec ton parcours de vie. Et on n'a pas besoin d'être les mêmes. On a juste besoin d'avoir une orientation commune. Et c'est ce qui fait, dans ce que je voulais vous dire tout à l'heure, on a le choix de devenir une collectivité, de devenir une âme groupe, de devenir un égrégore. Mais c'est notre choix de vouloir nous unir avec des êtres qui ont une vision quasiment identique à la nôtre. Mais c'est un choix. Ce n'est pas une imposition d'une idéologie qui te dit tu dois être comme ça, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu ne peux pas penser comme ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Non, il n'y a que toi qui sais si tu peux ou si tu ne peux pas. Bien sûr, là du coup, c'est très difficile parce que vous êtes le propre juge de votre vie. Vous devez vous-même vous raisonner. Vous devez vous-même vous limiter à des excès qui vous rendraient esclave. En fait, la responsabilité vous incombe. Du coup, ce qui, en apparence, est super génial quand on dit on est autonome et on peut faire ce qu'on veut faire, mais en réalité, la responsabilité et la réalité de la vie est bien plus difficile, en réalité, parce que ça nécessite une vraie analyse de ce que l'on est, une vraie réalité de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, d'une vraie réalité d'assumer ce que l'on est sans filtre, sans jouer, sans soi-disant protocole extérieur.